qu'une société ne peut survivre avec des blessures ouvertes, juger, c'est rendre justice aux victimes, c'est penser les blessures, c'est faire l'histoire, enseigner, transmettre, c'est prévenir la récidive, c'est refuser l'impunité et le négationnisme, mais c'est surtout affirmer que la dignité humaine n'est jamais négociable. Parce que juger au fond, c'est permettre de reconstruire, c'est vivre et faire vivre ce qu'on a voulu oublier. Et c'est pour cela que malgré les années qui passent, certains comme Dafrosa et Alain continuent ces enquêtes difficiles, parfois tardives, parfois douloureuses, mais peut-être aussi thérapeutiques. Voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qu'on connaît déjà, qu'on a un peu reconnus. On se saluera un peu plus tout à l'heure. Merci Francine, parce que les mots que tu viens de prononcer, je ne sais pas si on a beaucoup de choses à rajouter, parce que ça correspond absolument à ce qu'on partage. C'est un texte qui mérite d'être connu et publié. Voilà. Donc nous, tout simplement, aujourd'hui, donc sur invitation de Francine, eh bien, on vient vous faire part de ce qu'est un petit peu notre expérience dans la poursuite des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 et qui vivent sur le territoire français. Alors, pardon d'abord pour ceux qui ont déjà entendu nos interventions. Bon, peut-être qu'ils n'apprendront pas grand-chose de plus. Bon, si ce n'est que la dernière fois qu'on est intervenu ici à Strasbourg, bon, il y a quand même eu depuis des événements, en particulier en lien avec la justice. Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment, Francine, tu souhaites qu'on procède. Nous, on espère quand même qu'il y a un dialogue avec vous. On ne va pas faire une conférence. Mais tu peux quand même expliquer un tout petit peu, parce que tout le monde ne te connaît pas quand même. Il y a quelques personnes qui te connaissent, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui te connaissent. D'accord. Tu expliques quand même la démarche. Oui, bien sûr. Ok. Ouais. D'accord. Donc voilà. Donc nous, on est là en tant que représentants et fondateurs du collectif des partis civils pour le Rwanda. C'est donc une association que nous avons créée en 2001 à Reims, où nous résidons, suite au premier procès qu'il y a eu en Belgique, au printemps 2001, qui a jugé et condamné 4 personnes originaires de la ville de Butare, au sud du Rwanda, d'où Dafrosa est originaire. Donc, ceux qui étaient jugés, nous les connaissions, pas forcément individuellement, mais il y avait 2 religieuses, il y avait un universitaire et puis un ancien ministre, chef d'entreprise. Donc ils ont été jugés en Belgique au printemps 2001, non pas pour génocide, parce que la loi belge à l'époque ne le permettait pas, mais ils ont été jugés pour crime contre l'humanité. Jugés et condamnés à des peines allant de 12 ans à 20 ans de réclusion criminelle. Et comme ceux qui avaient initié ce procès, c'était certains de nos amis, il y avait aussi le frère de Dafrosa, eh bien, on a pu assister chaque fois qu'on le pouvait, au déroulement de ce procès. Et le jour du verdict, en pleine nuit, nos amis nous ont interrogés. Ils nous ont dit « Et vous, qu'est-ce que vous faites en France ?» Bon, on n'avait pas grand-chose à répondre à ce moment-là. Et une fois rentré à Reims, eh bien, on a décidé de créer, un peu à l'image du collectif belge, le collectif des partis civils pour le Rwanda. Alors, c'était pas la première fois qu'on s'intéressait au génocide des Tutsis, puisque dès notre retour au Rwanda en 1996, c'est-à-dire que nous n'avons pas mis les pieds au Rwanda entre 1989 et 1996. Alors pourquoi 1989? Parce que le 1er octobre... Pardon? Sauf toi, pardon. Oui, tu le diras. Excuse-moi. Vous voyez, on a besoin d'être 2.
en famille, je dirais. Donc on n'est pas retourné au Rwanda entre 89 et 94. Il y avait eu le 1er octobre 90 l'attaque du Front patriotique rwandais qui regroupait des anciens réfugiés qui se trouvaient en Ouganda et qui, devant le refus du président Habyarimana, le président rwandais, de laisser revenir les Tutsis chez eux, eh bien, avait décidé d'attaquer le pays. Donc s'en est suivi une période de presque 4 ans de guerre civile. En 93, le 4 août, il y avait eu quand même la signature des accords de paix d'Arusha, une ville de Tanzanie. On avait cru que la paix était enfin définitive, mais il s'est trouvé que les extrémistes qui entouraient le président Habyarimana, dont nous pensons l'épouse du président Habyarimana, Madame Agathe Kanziga, qui est actuellement en France, sans papier, sans statut de réfugié politique, sans titre de séjour, et contre laquelle on a déposé plainte il y a très longtemps. C'est une petite parenthèse que je fais là, mais les juges d'instruction ont décidé en mai dernier de prononcer un non-lieu dans cette affaire, je dirais scandaleusement prononcé. Quand on lit l'ordonnance de non-lieu, bon, je ne peux pas en parler là, mais c'est un tissu d'infamie. Les juges d'instruction, pour dire que Madame Habyarimana est une victime, eh bien, ils s'appuient uniquement sur des témoins qui ne sont pas du tout crédibles. Ce sont des amis de leur entourage, et donc depuis on a fait appel, et l'affaire continue. Voilà. Donc, en 2001, on a commencé, nous, par nous constituer partie civile dans 6 dossiers, 6 plaintes qui avaient été déposées depuis 1995. Bon, j'en cite une ou deux. Il y avait l'abbé Wenceslas Muneshaka, qui a fini par bénéficier d'un non-lieu, finalement, au bout de 27 ans de procédure. Là aussi, on l'a contesté, mais bon, finalement, il a bénéficié d'un non-lieu. Il y avait aussi un ancien chef d'état-major adjoint de l'armée, qui a été strasbourgeois pendant de nombreuses années après le génocide, puisqu'il s'était réfugié ici, je ne sais plus dans quel foyer. Mais nous, à l'époque, on n'était pas engagés dans la poursuite des génocidaires, donc bon, on a fini par le retrouver non plus à Strasbourg, mais dans le Nord. La plainte date de l'an 2000, et il n'a toujours pas été jugé, on ne sait pas où en est l'affaire, mais oui, l'an 2000, ça fait 25 ans, il a aujourd'hui peut-être 85 ans, probablement qu'il échappera à la justice, parce qu'il est malade, enfin il est âgé, bon, voilà. Donc, il y avait 6 plaintes qui existaient déjà, et on s'est constitué partie civile. Et puis, au bout de 4-5 ans, on a eu droit, nous-mêmes, à déposer de nouvelles plaintes, et une des premières qu'on a déposées, c'est contre Madame Habyarimana, dont je viens de vous parler. Ensuite, beaucoup d'autres. Je crois que la suivante, ça a été le docteur Guamutio, qui a été jugé l'année dernière, en première instance. Il a été condamné à 27 ans de prison. Il a fait appel, comme tous ceux qui ont été jugés et condamnés, ils ont toujours fait appel, ce qui nous oblige à des procès en appel, qui pour nous, donc on recommence à zéro avec de nouveaux jurés, et pour nous ça devient, je dirais presque insupportable, mais c'est la loi. Et donc le docteur Guamutio sera rejugé en appel au mois de juillet 2026. Voilà. Donc je ne vais pas vous énumérer tous les dossiers dans lesquels on s'est constitué partie civile. Francine a évoqué une trentaine, 35, 40, on en est à peu près à ce niveau-là. Alors, il a fallu attendre 2019, donc vous voyez, 2019, 1994-2019, pour que le parquet se décide enfin à ouvrir des informations judiciaires contre des personnes qui vivent en France et qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide. 2019. Je crois qu'ils ont ouvert une dizaine de dossiers. Nous, on s'est constitué partie civile à l'issue de l'ouverture de ces affaires dans 2 ou 3 dossiers. Peut-être qu'on va se constituer maintenant dans d'autres. Voilà, mais ça demande beaucoup de travail de notre part. Les premiers procès en France n'ont eu lieu qu'en 2014. Le premier procès pour génocide a eu lieu à l'encontre d'un militaire, un capitaine de l'armée rwandaise qui a comparu en fauteuil roulant. Il n'était pas victime de balles perdues pendant le génocide, il était déjà en fauteuil roulant au moment du génocide. Voilà.
c'était un très proche de la famille Habyalimana. Il a été condamné à 25 ans de prison. Il a fait appel, recondamné en 2016 à 25 ans de prison. Il est toujours en prison actuellement. Après, on a jugé 2 bourgmestres, 2 maires en 2016 et 2018 qui ont été condamnés à perpétuité. Ils ont fait appel donc en 2018 de nouveau. Puis il y a eu un milicien qui va être jugé finalement en appel là au mois de février. Il y a eu un préfet, le préfet de Gikongolo, dans le sud du Rwanda. Alors Gikongolo, c'est assez connu dans l'histoire des crimes de masse commis au Rwanda, parce qu'en 1963, il y a eu déjà des massacres de masse de 15 à 20 000 Tutsis tués dans cette préfecture-là. On a même appelé ça le petit génocide de Gikongolo. Donc vous voyez, c'était un petit peu des galops d'essai. Et puis après, donc on a jugé là le préfet. Puis il y a eu 2 médecins qui ont été jugés. Alors le docteur Sosten Monyemana, un gynécologue qui a fait toute sa carrière de gynécologue à l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot, sans être inquiété. Il a été jugé en appel cette année. Il a été condamné de nouveau à 24 ans de prison en appel. Un autre docteur, c'est le docteur Eugène Rwamucyo, qu'on avait découvert au centre antipoison de Lille. Lui, on l'avait découvert, peut-être vous vous demandez comment on fait pour les trouver. Je vous donne quand même l'anecdote concernant le docteur Rwamucyo. On participait en 2002, au mois de mai 2002, c'est-à-dire très peu après la création du collectif des partis civils, on participait à un colloque au Sénat, en France, intitulé « Demain le Rwanda ». C'était organisé par des négationnistes, dont un célèbre qui a été condamné récemment pour négationniste, Charles Onana, un franco-camerounais, qui a été condamné. Il a fait appel, on attend son procès en appel. Et donc, au cours de ce colloque, auquel Dafrosa s'était vu refuser l'entrée, je ne sais pas pourquoi, paraît-il qu'il n'y avait plus de place dans la salle, alors que la salle était à moitié pleine ou à moitié vide. Bon, en tout cas, elle est restée à la porte. Mais quand j'ai entendu tous ces discours négationnistes, je me suis permis à mon tour de poser des questions, et à ce moment-là, tout le monde s'est interrogé, mais qui c'est ce blanc, parce qu'il y avait très peu d'Européens dans la salle, qui c'est ce blanc-là qui pose des questions et il y a une personne qui se retourne vers moi, et qui dit « Oh, ce blanc, je le connais, il ne connaît le Rwanda que par des confidences sur l'oreiller. » Sympathique. Je demande à mon voisin, qui était un ami qui était rentré avec moi, tu connais ce gars-là? Il me dit oui, c'est le docteur Rwamucyo. Eh bien, à partir de là, on a commencé nos enquêtes, et au bout de 15-20 ans, il a été jugé et condamné. Vous voyez que s'il avait fermé sa grande bouche ce jour-là, peut-être qu'il serait encore médecin à Maubeuge ou je ne sais pas où, comme il a été après. Voilà. Donc, bien. Et donc, voilà où on en est actuellement. Là, ensuite, il y a eu un gendarme qui a été condamné à perpétuité, en première instance et en appel. Voilà. Pour l'année prochaine, le calendrier pour nous est complet. On a un procès donc en appel d'un milicien de Rouen, qui est employé municipal à Rouen, qui a été condamné à 14 ans de prison. Il a fait appel, on va le rejuger au mois de février. Ensuite, il y aura au mois de juin le procès en appel du docteur Rwamucyo. Et au mois de novembre, eh bien, il y aura un procès en première instance d'un autre milicien du Rwanda. Voilà un petit peu notre calendrier. Voilà ce que je peux dire sur ce qu'on fait depuis à peu près 25 ans. Alors après, peut-être, mais je ne voudrais pas que je monopolise la parole, parce que je suis... Voilà. Peut-être ce qui vous intéresse, c'est de voir un petit peu comment on les trouve, comment on travaille, mais peut-être qu'on peut laisser la parole, on peut vous laisser la parole si vous avez des questions à ce stade-là, pour faire quand même... ça évite de faire un monologue. Hein? Bon, voilà. Peut-être que vous pouvez expliquer quand même pourquoi vous étiez en France, ou Dafrosa, pourquoi tu étais en France, ou qu'est-ce qui t'a fait venir en France, parce que peut-être plus pour cadrer. Je suis en France, en fait, je suis en Europe, on va dire plutôt en Europe, et ensuite en France. J'ai quitté le Rwanda en 1973. C'était un autre moment de l'histoire du Rwanda où c'était aussi la chasse aux Tutsis. 1973, ce fut surtout
la chasse globalement aux intellectuels, des universitaires, des lycéens, des écoliers, des employés dans les emplois publics, fonctionnaires, mais il y avait aussi des commerçants, parce que je me souviens qu'à Boutalé, moi je suis partie avec mes cousins qui étaient aussi, qui étaient des commerçants, qui n'étaient pas, mais qui étaient menacés et qui ne pouvaient pas rester au Rwanda. Donc je suis passée par le Burundi, parce que j'habite le sud, hein, comme Alain l'a expliqué. Boutalé, on est à environ entre 20 et 30 km de la frontière. Donc au Rwanda, en fait, on fuit à la frontière la plus proche. Si on est à l'ouest comme Immaculée, c'est le Zaïre de l'époque. Nous, c'est le sud, c'est le Burundi. D'autres, c'est l'Ouganda au nord, d'autres, c'est la Tanzanie à l'est. Donc j'ai quitté le Rwanda en ce moment-là. Et ensuite, j'ai regagné très rapidement l'Europe, parce que j'ai mon frère qui est aussi réfugié, qui était réfugié des années beaucoup plus en amont. En 1961, il était étudiant au grand séminaire de Nyakibanda, c'est tout près de Boutalé aussi, c'est aux environs de Boutalé, environ 4 km. Et leur directeur, mais ça ne s'appelle pas un directeur d'école dans un séminaire, ça portait notre nom, il a su qu'on allait attaquer la nuit le séminaire. Et c'est lui qui les a fait fuir. Tous les Tutsis, ils ont pu regagner la frontière en pleine nuit, ils ont marché et ils ont traversé la rivière Kanyaru, c'est une rivière qui fait frontière avec le Rwanda et le Burundi. Et ils ont pu regagner en face le Burundi, et où ils ont été cueillis par des prêtres amis de leur directeur d'école. Donc mon frère, en ce moment-là, cette époque-là, il y avait beaucoup de pays qui ont accueilli ces réfugiés-là. Certains étaient au Canada, d'autres, on leur a cherché des bourses d'études. Au Canada, là, lui, il était en Belgique, d'autres étaient ici en France, il y avait eu l'Allemagne, on avait des très bons amis en Allemagne. D'autres en Afrique du Sud, en Afrique australe. En fait, ça a été la grande dispersion à cette époque-là. Et moi, mon frère, donc, m'a invité, si on peut dire. J'ai regagné la Belgique en ce moment-là, où j'ai pu continuer la vie européenne. Et puis, on s'est mariés en 77, et c'est depuis que j'habite la France. Voilà, c'est un raccourci, mais c'est à peu près ça. Voilà. Voilà, Alain disait, moi en 94, j'ai fait quand même une incursion presque au Rwanda. Je suis allée voir maman, qui se sentait fatiguée, qui m'a dit, ce serait bien que je te voie. Et donc, je suis allée au Rwanda, c'était fin février, début mars, un mois quasi avant le génocide. Et voilà, je suis tombée presque dans la gueule du loup. Kigali était à feu et à sang à ce moment-là. Il y avait des grenades qui tombaient partout dans les maisons. Il y avait des meurtres la nuit, il y avait des cris, on brûlait des pneus là où j'étais chez mes cousins à Nyamirambo. À longueur de journée, des miliciens venaient brûler des pneus de voitures dans le caniveau au boulevard, histoire de nous enquiquiner ou de nous faire peur. C'était vraiment une semaine quasi épouvantable. Il y a eu aussi des meetings politiques. Un peu plus haut, il y avait un stade, il y a toujours le stade de Nyamirambo. Et à la sortie de ce meeting, je m'en souviens, il y a eu vraiment des Tutsis ont été molestés, tabassés. Même le lendemain, on a trouvé un mort dans le caniveau derrière le portail de la maison. Donc ça a été une semaine épouvantable. Je n'ai pas pu aller ailleurs, mais j'ai quand même vu maman. J'ai vu la famille, une petite partie. Ceux-là, je les ai vus. On était d'ailleurs très nombreux dans la maison parce que mes cousins avaient leurs amis qui étaient venus se réfugier, étaient venus en visite à Kigali et n'avaient pas pu partir parce qu'il faut savoir qu'en ce moment-là, Kigali était vraiment quadrillé, on ne sortait plus.
J'ai tout fait pour que mes cousins puissent sortir de Kigali, mais il n'y avait pas moyen. J'ai demandé à une amie qui était prêtre, mais il n'y avait pas moyen, on ne sortait pas. D'autant qu'ils avaient mis leurs enfants à l'abri, si je peux dire ça, au Burundi. Dès qu'ils sont sortis de prison, ils ont mis leurs enfants au Burundi pour les éloigner un peu de ce climat de guerre et de mort. Et malheureusement, donc, des 14 occupants de la maison que j'ai laissés à la maison, il y a eu une survivante qui a été grièvement blessée le 8 avril, le jour où ma mère a été assassinée. Elle est encore en vie, Gilberte, hein, elle a 80 ans aujourd'hui, elle a encore des éclats de grenades dans ses cuisses, dans ses jambes, mais bon, elle vit encore, elle tient le coup. Mais pour vous dire que bon, dans certaines familles, ben là, ce jour-là, je suis partie. Il y a une personne sur 13 qui est restée. De la famille de ma mère, dans la région de Butare, aucun survivant. On a cherché longtemps, aucun survivant. Aucun. Donc il y a des familles qui sont disparues à jamais, hein. Pas dans nos cœurs, bien sûr, mais les dégâts du génocide, bon, je suis devant Immaculée, hein, parler de soi, c'est toujours indécent parce que il y a eu tellement de dégâts, tellement, on a tous perdu. Je peux préciser, concernant, excuse-moi, tu as dit tout à l'heure, quand ils sont sortis de prison, ils ont mis leurs enfants au Burundi. Ça fait allusion au fait que dès qu'il y a eu l'attaque du FPR en 90, eh bien, il y a eu la chasse, ce qu'on appelle aux complices, hein, les Ibitso, et à ce moment-là, beaucoup de Tutsis ont été mis en prison. Immaculés en particulier. C'est pour ça que j'insiste. Voilà. Hein, ils ont été mis en prison parce qu'ils étaient Tutsis. Beaucoup sont morts en prison, d'autres, au bout de plusieurs mois, ont quand même réussi à être libérés. Vous voyez, mais c'était déjà l'annonce. Ils ont perdu leurs emplois. Voilà. J'en ai revu beaucoup de tes camarades d'infortune, hein, qui ont des témoignages que tu connais sûrement par cœur. Beaucoup, il y en a qui sont sortis, les reins embouillis, ils ont été tabassés. Alors là aussi, oui, excuse-moi. Vas-y. Non, mais là aussi, parce que pour pas qu'on perde le fil, hein, si Dafroza... Ah ben ok. Non, mais vas-y. Vas-y. Non, c'est très bien. Non, parce que c'est en lien avec ça, bien sûr. Ok. Vas-y. Oui, ben, au-delà des plaintes contre les génocidaires qui sont ici en France, on a aussi aujourd'hui une plainte contre l'État français sur ces infractions des Ibitso parce qu'on estime que c'est la gendarmerie française qui a formé la gendarmerie de Habyalimana, et c'est vraiment les gendarmes, quand ils étaient ramassés, la plupart étaient amenés dans des brigades. C'est là, ils étaient frappés, blessés. Parfois, certains sont morts d'ailleurs, hein, ils ne sont plus là. Et donc, c'est une des infractions qu'on reproche à l'État français. Donc, une des infractions, on en a d'autres, hein, bien sûr. Il y en a sur l'abandon des employés du centre culturel et de l'ambassade de France. Là aussi, c'est une autre infraction. Le viol des femmes par des soldats français dans le camp de Nyarushishi, dans des camps de turquoise de façon générale. Une autre infraction, l'arrestation des Tutsis, le contrôle des cartes d'identité qui a eu lieu dans surtout aux alentours de Kigali, mais généralement dans le Rwanda, à partir de Ruhengeri jusqu'à Kigali. Toi, tu as été contrôlé par des militaires français. Donc la plainte, elle est contre l'État français parce qu'on ne peut pas porter plainte contre tel ou tel. Donc c'est un recours, hein, c'est un contentieux administratif
Donc on s'est dit, ben, on va tenter le coup parce que n'offusquer, ressusciter cette période de 90 avant 94, il y a eu énormément la France a commis un certain nombre d'infractions et beaucoup d'infractions étaient illégales. Donc on y va pour demander pas des comptes, mais pour ressusciter aussi ces morts qui ont été oubliés, parce qu'il y a 94, mais il y a l'avant 94. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas les oublier. Et, c'est pour faire reconnaître la complicité de l'État français dans ce génocide, puisque vous avez probablement entendu parler du rapport Duclerc, un rapport qui avait été commandé par le président Macron et dont la conclusion c'était une responsabilité lourde et accablante de l'État français dans le génocide des Tutsis, mais sans parler de complicité. Et nous, pour ce recours auprès du tribunal administratif et maintenant au Conseil d'État, puisque le tribunal administratif s'est déclaré incompétent, donc on est maintenant devant le Conseil d'État, c'est cette complicité-là qu'on voudrait faire reconnaître, voilà, pour rendre aussi justice et leur dignité à toutes les victimes du génocide des Tutsis. Voilà. Bon, on a 2 autres plaintes aussi qui sortent un peu du cadre, si oui. je peux m'exprimer ainsi. On a déposé une plainte contre la banque BNP Paribas pour avoir contribué, d'ailleurs ne pas avoir respecté l'embargo sur les armes qui avait été décrété par une résolution des Nations Unies au mois de mai, je ne sais plus la date. 14 mai peut-être. Oui, donc la BNP Paribas a continué à alimenter les phares en argent, les forces armées rwandaises pour l'achat d'armes qui ont servi au génocide, à commettre le génocide. Et là, en ces jours-ci, nos avocats ont déposé une plainte contre la Banque de France, qui a aussi agi dans le même cadre que la BNP. C'est un peu semblable, hein. Tous les deux ont financé les armes tout court, hein, parce que sans armes, de toute façon, il n'y a pas non plus de guerre. Le génocide aurait été commis de toute façon, mais les armes, les grenades, etc., ils ont quand même fait du bon boulot. Hein. Et voilà, donc les 2 banques n'ont pas respecté l'embargo et on y va, on va leur demander aussi des comptes. Voilà, on a posé cet acte contre l'impunité toujours, hein, c'est ce que tu disais Francine, hein, c'est... voilà, donc je ne sais pas ce que je peux ajouter. Peut-être qu'on peut s'en tenir là et passer quelques extraits d'un documentaire qui a été tourné par un ami, Thomas Ribi. Mais vous l'avez sûrement vu. Vous l'avez peut-être vu. Il est beaucoup passé. Hein. Non, peut-être pas. Je me permets simplement de... Attends, on va peut-être expliquer. De montrer... Il faut revenir en Pour arrière. expliquer peut-être que tu expliques. Là, il y a 14 secondes de passé déjà. Oui, donc là, c'est un bout d'enquête. On est sur le terrain, il s'appelle François, vous allez le voir. Et donc, c'est dans le procès de Bigouma, le gendarme qui a été définitivement condamné à perpétuité l'année dernière. Et François, c'est l'un des témoins, l'un des survivants à cet endroit, cette colline à côté de Nyanza, qui s'appelle Nyabubare. Il y a eu des dégâts, il y a eu bon, et donc, Thomas Ribi, l'auteur de ce documentaire-là, eh bien, a aussi réalisé cette bande dessinée avec le dessinateur Damien Roudot et qui explique un petit peu le sens de notre combat pour la justice. C'est maintenant un ouvrage qui est quand même assez utilisé dans les établissements scolaires parce qu'il est très pédagogique. Voilà. Donc ça fait partie des outils dont les professeurs peuvent se servir pour évoquer avec eux le génocide des Tutsis, à savoir que nous, on fait beaucoup d'interventions aussi dans des établissements scolaires. Cet après-midi, on était dans un lycée professionnel, ici à Strasbourg. Demain matin, on sera dans un collège. La semaine dernière, moi j'étais dans 2 lycées parisiens, enfin, autour de dans la banlieue parisienne. Voilà. Chaque fois qu'on le peut, on fait aussi ce type d'intervention
Et bon, jusqu'au mois de toute l'année prochaine est déjà bien organisé. Il nous reste très peu de temps libre parce que, outre les procès, on a aussi au moins trois voyages au Rwanda prévus pour aller préparer les procès dont je vous ai parlé. Je crois qu'on va être invité aussi au Canada au moment des commémorations. Voilà, donc on aime dire parfois, pour blaguer, on a trois lieux de résidence, un petit peu chez nous à Reims, pas mal au Rwanda, bon, on a la chance quand même que notre fille aînée est là-bas, habite là-bas, l'épouse de Gaël Faye, et puis notre résidence secondaire au Palais de Justice de Paris. Voilà, c'est un petit peu comment est saucissonnée notre existence. Voilà, donc... Ah oui, pardon. Je voulais juste que avant qu'on voit le témoin, juste pour qu'on comprenne la démarche que vous avez au niveau de la... Qu'est-ce que vous devez faire pour qu'on comprenne pourquoi vous allez au Rwanda? Parce que sinon, personne ne comprend. On va au Rwanda. Une fois qu'on a repéré un génocidaire ici, qu'est-ce qu'on fait? On va sur place, l'endroit où il habitait. Avant d'ailleurs, on se renseigne souvent auprès du parquet du Rwanda. Est-ce que cette personne a déjà été jugée? Est-ce que cette personne a été jugée par les procès? On en parlait cet après-midi. Il y a les procès Gachacha, les procès... vous en avez sûrement entendu parler, c'est les procès populaires. Voilà. Donc, une fois qu'on sait d'où la personne est issue, on y va. Et on y va vraiment parfois à l'aveuglette, où souvent on est invité par le président d'Ibuka local, donc l'association pour la mémoire du génocide, pour la transmission de la mémoire. Et souvent, c'est eux qui nous aident à repérer des témoins, des survivants. Il n'y en a pas eu des masses, mais malgré tout, il y en a quand même, heureusement, en Kinyarwanda, on dit « Nawapira Bushira ». Tout le monde n'a pas été exterminé. Il y a quelques-uns qui sont restés, donc on va les repérer, on va les interroger. Peut-être pas souvent la première fois, on s'apprivoise d'abord et ensuite on leur explique notre démarche, le pourquoi. Et ensuite, on se donne des rendez-vous à venir. Et aussi, on va voir des tueurs. Il y en a beaucoup qui sont sortis de prison aujourd'hui, mais il y en a aussi ceux qui ont eu des peines lourdes, qui sont encore en prison. Donc, on recueille toute cette matière qu'on ramène à nos avocats et ils vont mettre la plainte en forme. Et c'est les avocats qui déposent auprès du pôle. Du pôle. Il y a un pôle spécialisé à Paris, un pôle génocide et crimes contre l'humanité, auprès de qui ces plaintes sont déposées. Et d'ailleurs, les plaintes aussi pour terrorisme, etc., c'est ce pôle qui gère tout ce côté crime criminel. Et voilà. Donc, le petit bout que vous allez voir du documentaire, on est à Nyarubare, à cet endroit-là, où François vous explique ce qui s'est passé, un peu. Voilà. Il y aura 3 extraits. Il y aura 3 extraits, dont un qui s'appelle Tarsis Nsinzi, Tarsis Sinzi, qui est un karatéka, qui est dans le documentaire, et puis qui finalement, après moult insistance, négociation, a fini par accepter de confier son témoignage précisément à Thomas Ribi, qui était venu faire le documentaire, et il est sorti ce livre-là, Combattre. Sinzi a été à la tête de tout un groupe de Tutsis qu'il a fini. Il le dira, il y avait 3600, je crois, Tutsis qui étaient avec lui sur la colline. Il a réussi à en faire sortir 118 ou je ne sais plus, passer au Burundi. Vous voyez. Donc voilà. Mais vous écouterez un petit peu son témoignage. Vous lirez son livre aussi. Éventuellement. Ça s'appelle Combattre, Combattre de Thomas Ribi. Voilà. Tarsis Sinzi. Voilà. Peut-être avant que Friedrich nous parle de l'Allemagne et des procès en Allemagne, peut-être on va poser des questions, si vous avez des questions à poser. Je suppose qu'il y en a. On ne veut pas monopoliser non plus toute la soirée. Voilà. Oui, éventuellement.
Voilà, il y en a 2. Bon, voilà, 3 même. Alors, 1, 2, 3, on va dire comme ça. 4. Il y a un jeune aussi au fond. Peut-être 5. Allez, on y va alors. On a déjà eu un peu quelques informations, et à l'époque, on ne vous a pas répondu quelle est actuellement l'attitude du gouvernement rwandais, dont on sait qu'il cherche une espèce de normalisation, le pays s'enrichit, etc. Quelle est aujourd'hui l'attitude de la justice rwandaise, et peut-être au-delà de la population, par rapport au travail que vous faites en France? Moi, je dirais le Rwanda vraiment a jugé. C'est vrai que personne peut-être ne le sait. Dès le lendemain du génocide, c'est vrai que tout était détruit. Il n'y avait plus de tribunaux, il n'y avait plus de juges, plus de magistrats, plus d'avocats. Enfin, ceux qui étaient vivants, c'était plutôt ceux qui ont trempé dans le génocide, ils étaient en fuite. Donc le Rwanda était à terre, hein. Il y avait zéro. Et tout doucement, ils ont vu que ça allait être compliqué. Il y a eu beaucoup de tueurs, énormément de tueurs. D'ailleurs, il y a plus de 2000 qui ont été, plus de 2 millions qui ont été jugés. Et par ces tribunaux populaires, ces tribunaux gachacha. Et le Rwanda l'a mis très vite en place. Dès 1996, ils ont commencé à réfléchir sur ce genre de procédure. La question, c'est... Le Rwanda par rapport à notre travail. Alors, par rapport à notre travail, ils savent ce qu'on fait, oui, ils savent ce qu'on fait. D'ailleurs, de temps en temps, on passe au parquet du Rwanda pour demander si eux, ils connaissent tel ou tel que nous poursuivons en France et s'ils peuvent éventuellement nous aider sur telle ou telle chose. Voilà, non, là, il n'y a pas de problème. Mais pour quand même revenir un petit peu sur la question aussi de juger, le Rwanda s'est préoccupé tout de suite. Je crois qu'ils ont compris, le Rwanda a compris que sans juger, on ne pourra plus jamais vivre ensemble. Ces procès gachacha, ils ont vraiment permis de nouveau le vivre ensemble, au moins commencer à se regarder, se parler, même tueurs et bourreaux sur une même colline, rien que s'affronter, même si, je vous assure, c'est pas facile. Mais quand même, il y a eu cette amorce de dialogue et cette amorce de justice. C'est vraiment la justice est passée et a eu lieu. Et le pays a pu commencer à partir sur des bases plus sereines, plus solides. Les personnes que vous poursuivez en France sont aujourd'hui français ou ils sont franco-rwandais? Non, alors... Est-ce qu'il y a une convention d'extradition? Alors oui, mais vous faites la bonne question. En fait, ils ne sont pas... la plupart ont obtenu le statut de réfugiés politiques. Et un certain nombre après ont obtenu aussi la naturalisation française. Le gendarme Bigouma, la Kimana, il est français. Donc voilà. Et d'autres, bon, la plupart sont quand même des réfugiés, ont obtenu le statut de réfugié, et puis des titres de séjour. Sauf Madame Abiyalimana, qui normalement devrait être expulsée, mais bon, personne n'en veut. Alors, concernant l'extradition, en fait, la France a toujours refusé. La Cour de cassation a toujours refusé d'extrader les génocidaires. Alors, au début, il y avait 3 raisons. On n'avait pas confiance à la justice du Rwanda. Ensuite, on n'extrade pas dans un pays qui pratique la peine de mort. Or, au Rwanda, la peine de mort a été supprimée en 2007. Donc, c'est un argument qui est tombé. Et il n'y a plus qu'aujourd'hui un seul argument que la Cour de cassation continue à avancer. C'est ce qu'on appelle la non-rétroactivité des peines. C'est-à-dire qu'au Rwanda, en 1994, il n'y avait pas de peine prévue dans l'arsenal judiciaire pour punir le crime de génocide. Ah, bon, voilà, c'est ce qu'on appelle la non-rétroactivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger. Mais ça ne tient pas debout, parce que nous, on a toujours dit à la Cour de cassation, la France s'est permis de juger, ça a été évoqué tout à l'heure, Klaus Barbie, Touvier, Papon, etc., alors qu'il n'y avait pas non plus voilà, il suffisait de s'appuyer sur les grandes conventions internationales de New York et de Genève. La France était signataire de ces conventions, donc elle a pu juger. Et le Rwanda aussi, à l'époque, était signataire de ces conventions. Donc on ne comprend pas pourquoi la France continue à refuser les extraditions.
Ça aurait été tellement plus simple pour nous d'abord, parce que tous les procès se dérouleraient au Rwanda, et notre vie serait complètement transformée. Le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a extradé quelques personnes qui n'avaient plus le temps de juger, et on a un certain nombre de pays, les pays scandinaves en particulier, ou même les Pays-Bas, les États-Unis, le Canada, qui eux extradent vers le Rwanda. Voilà. Donc, mais en France, c'est comme ça. C'est ça, je crois que c'est Francine qui parlait tout à l'heure de la pédagogie autour d'un procès. Là, si au moins les accusés pouvaient être jugés sur les lieux où ils ont commis des crimes, ça changerait énormément. Ça changerait énormément, même si les rescapés sont heureux quand il y a un procès qui ait lieu et que ces personnes-là ont des sentences, mais malgré tout, ça se passe très très loin. C'est pas satisfaisant pour personne en fait. Mais il en est ainsi, on ne peut pas faire autrement. Mais bon, c'est voilà. Comme ça. Alors il y avait une deuxième question. Attends, toi, tu avais une question? Ben, il y en avait une là. Attends, laisse. Ah, mais bon. Le jeune homme. Ah ben, Ouais, je te laisse distribuer la parole. Oui, non, jusque lui. Oui, vas-y. Du coup, ma question. Après le génocide analytique, beaucoup de personnes se sont retrouvées en France, des personnes qui ont commis le génocide. Et comment se sont justement retrouvées en France? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils avaient des complices. Tout simplement parce que certains d'entre eux, le docteur Mounier-Mana par exemple, qui a exercé à Villeneuve-sur-Lot, en fait il avait fait ses études à Bordeaux. Sa femme, pendant le génocide, était elle-même à Bordeaux, elle faisait des recherches, des études, une thèse. Bon, ça c'est un exemple. Donc, dès la fin du génocide, sa femme lui a envoyé un billet d'avion pour venir à Bordeaux. D'autres se sont réfugiés, par exemple, il y a une filière qui est assez classique, c'est le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, les Comores, en jouant. Et de là, comme beaucoup de réfugiés des Comores, ils traversent en Kwassa-Kwassa, vous savez, ces petits bateaux, voilà, et ils arrivent aux Comores, ils arrivent à Mayotte, et ils sont en France. Et là, comme c'est quand même des Africains qui habitent là, c'est plus facile de se mêler à la population. Mais pourtant, il y en a deux qui ont été jugés. Le premier, le militaire, on l'a retrouvé à Mayotte, et un des bourgmestres qui a été jugé et condamné à perpétuité, on l'a aussi retrouvé à Mayotte. Parce qu'on avait des contacts là-bas, c'est pas nous qui sommes allés les voir là-bas, bien sûr. Vous voyez. Mais bon, voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont vécu au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et puis à un moment donné, par magouille, ils arrivent à monter dans un avion qui les transporte en France, et dès qu'ils arrivent à l'aéroport de Roissy, hop, on n'a pas de papier, on demande l'asile. Et à une certaine époque, travaillait à l'aéroport un Rwandais qui leur accordait très facilement le passage. Il ne travaillait pas là. Non, il ne travaillait pas là, il travaillait au service d'une association. C'est une association Terre des Hommes, non? Oui, qui s'était autoproclamée, c'était France Terre d'Asile en fait. France Terre d'Asile. Très très connu. Et il allait les cueillir là, à l'aéroport. Il leur interdisait surtout de ne pas parler le français. Vous ne connaissez pas le français, c'est moi qui parle. Voilà. Donc, voilà. Et il inventait. Comment cette filière-là, il y a eu énormément de génocidaires qui sont arrivés comme ça. Oui. Oui. Oui, et puis il y en a d'autres qui ont des connexions. Oui, je voulais savoir si vous pensez qu'il y a matière à déposer plainte contre des Français, non pas pour le génocide, mais complicité de génocide. Contre des individus? Non, jusqu'à maintenant, non. Non. C'est des politiques. C'est précis sur le rôle de certains gendarmes, on parle de Michel Bombardier qui est traumatisé. Il est visé par ce que. Est-ce que le retraite contre l'État, contre la France, on peut également verser vers des personnes? Je pense aussi à des personnes qui étaient avec un agent particulier, on a un rôle très direct avec l'armée. On peut citer Védrine aussi. Ce sont eux qui sont visés en fait par le contentieux. Mais ça, voilà. Mais on ne peut pas les attaquer comme ça directement. Individuellement, c'est peine perdue. Non, Védrine avait déposé plainte contre Patrick de Saint-Exupéry, un journaliste, qui est un de nos amis, mais Védrine a perdu.
il a fait appel, puis après maintenant il s'est désisté, donc c'est bon, il reste condamné. Mais c'est anecdotique, c'était une plainte contre Patrick de Saint-Exupéry, c'était pas... Non, c'était pas à propos du génocide lui-même. Mais c'est bien parce qu'il est négationniste maintenant. Bien sûr. Moi, c'est très très bien. Bien sûr. Moi, ça me va. Oui, ça me défend, mais... Ouais. Je voulais savoir le retentissement qui peut donner par la presse par rapport à vos actions. Y en a-t-il? Comment arrivez-vous à les voir? Parce que je pense que la presse rwandaise a un travail à faire vis-à-vis de la population. Ce travail est fait. Alors, il y a une association qui s'appelle une association de journalistes. J'arrive pas à m'en souvenir. Oui, ça doit être Pax Press. Oui. Pax Press. Alors, chaque fois, soit ils envoient un journaliste pour suivre le procès à Paris, et le journaliste en question, il rend des comptes tous les jours, il fait des comptes rendus. Soit il puise dans les comptes rendus, Alain il fait des comptes rendus quotidiens tous les jours de ce qui se passe, et quelqu'un de Pax Press va les compiler, mais il va surtout aller au village. Par exemple, au dernier procès de Munyemana, du docteur Munyemana, il va carrément là, au village de Tumba, rendre compte à la population et au fur et à mesure jusqu'au verdict. Non, il faut un travail quand même qui est intéressant et qui est nécessaire et indispensable. Après, chaque fois qu'on va au Rwanda aussi, on est invité à la télévision pour participer à des émissions, pour rendre compte de notre travail. On a de bonnes relations. Nous, au Rwanda, notre travail est quand même maintenant bien connu, bien perçu, à la fois par la justice, par le parquet, par les procureurs, etc. Et puis par la presse qui ne manque pas de nous interroger et de participer à des émissions même parfois assez longues. Et puis on retourne quand même au village. Vous avez vu François, tout ce groupe-là de Nyanza. À chaque fois, on retourne tous les voir, on les rassemble, on leur explique. Enfin, en Kinyarwanda, j'essaie d'expliquer. Et parfois même, il y a un de nos avocats qui vient avec nous, on les rassemble, on leur explique ce qui s'est passé. Avant et après d'ailleurs. Parce que l'avocat vient leur dire, je suis votre avocat, c'est moi qui vous représente, voilà ce qui va se passer, il explique ou elle explique la cour, etc. Oui, il y a un travail qui est quand même fait aussi en lien avec le procès auprès des parties civiles. Oui. Nous, on met un peu notre point d'honneur précisément, pas seulement aller les voir avant le procès pour dire allez venez vous constituer partie civile aussi, mais après. C'est important qu'on aille les rencontrer. Alors à ce moment-là, c'est un peu la fête, on partage une bière, on partage des brochettes, voilà. Oui. Question, pourquoi il n'y a pas eu de Nuremberg? Et l'autre question qui est peut-être, quelle est votre légitimité? Là, vous avez parlé avant d'oreiller, on a bien compris, c'est très sympathique, mais est-ce que vous êtes juge? Est-ce que vous êtes historien, universitaire, journaliste, ou juste amoureux? On n'est rien du tout, en fait. On est des citoyens ordinaires. Non, mais elle était un petit peu universitaire, mais bon, Dafrosa a fait des études de sciences, elle était ingénieur chimiste. Moi, j'étais professeur de français. Non, professeur de français et chef d'établissement pendant une trentaine d'années. Mais non, ici en France. Mais on n'a jamais ouvert un livre de droit, on n'est pas du tout des spécialistes. Mais quand on fréquente des avocats, quand on fréquente la cour d'assises pendant 20 ans, on arrive à acquérir un certain nombre de compétences qui nous suffisent, si vous voulez, lorsqu'on vient témoigner à des élèves. Voilà. Mais au point de départ, non, on n'était rien, on est des simples citoyens, on reste de simples citoyens qui avons peut-être eu la folie de nous engager là-dedans. Voilà, mais c'est tout. On est des simples citoyens. Vous imaginez qu'ils ont passé toute leur vie, toutes leurs vacances, leurs enfants ont passé toutes leurs vacances au Rwanda, chez de la famille, pendant que eux cherchaient à les écouter en prison partout. C'est-à-dire ça a été vraiment un choix de vie, enfin un choix ou un non-choix. C'est comme ça. Madame. Moi, c'est une question sur la complicité de l'État français. Est-ce que maintenant c'est totalement reconnu ou pas la complicité active? Non, pour l'instant
on en est à ce que le rapport Duclerc et le président Macron est allé répéter à Kigali en 2021 en disant on reconnaît que la France, il y a eu une responsabilité lourde et accablante de l'État français dans la commission du génocide, mais ça s'est arrêté là. Maintenant, la complicité, c'est ce que nous on cherche à décrocher maintenant avec le recours auprès du tribunal administratif et du Conseil d'État, mais pour l'instant, c'est pas du tout encore reconnu, on attend, ça va prendre peut-être des années, et peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais bon, on aura tenté. sur la préparation du génocide de l'État français. C'était vraiment une explicité sur la complicité dans les mois qui précédaient. C'est pour ça que mais c'est connu, hein, c'est de notoriété publique en fait. C'est le rapport Duclerc. Ah oui. Des émissions journalistiques, un reportage, je crois que c'était sur trois petites. Non, c'était un documentaire de au moins 1h30, et où on fait bien avec l'histoire du front de libération, et où il y avait effectivement l'hypothèse qu'il y avait aussi un conflit de pouvoir entre le Royaume-Uni et la France sur la présence effectivement de la France et du Royaume-Uni au niveau du Rwanda et oui. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rôle de la France, de l'État français. C'était ça. Effectivement, les cartes d'identité. Oui, mais ça n'a pas été reconnu encore officiellement. Non, mais il faut que le droit parle en fait. Hein. Il n'y a que le droit qui peut dire que la France a été complice. Tout le monde le sait, nous tous ici. Mais parce que des exemples sont tellement flagrants. Mais au niveau du droit, pour l'instant. Moi, c'est ce que j'ai apprécié beaucoup dans votre parole tout à l'heure. On a vu tout à l'heure des atrocités absolument insoutenables. Vous en avez décrit plusieurs, mais à chaque fois, vous avez ajouté un petit mot, apparemment anodin, et le mot d'infraction. C'est-à-dire que vous rappelez à chaque fois le droit, et ça, c'est très très important. Oui, c'est essentiel, en tout cas, dans une démarche comme le recours devant le Conseil d'État. C'est indispensable. Et de tout bien argumenter toutes ces infractions. Enfin, on a des avocats, hein. Nous, on n'est rien du tout. Pour répondre à la question précédente même, on a des avocats. Il y a un avocat du Conseil d'État, Vincent Gury, qui travaille pour nous là, sur le recours. Je crois que, voilà. Pour les autres affaires au pénal, on a 6 cabinets d'avocats parisiens qui travaillent à nos côtés. Voilà. Pour la plupart maintenant pro bono, hein, c'est-à-dire qu'ils travaillent bénévolement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je prends le cas du premier procès qu'on a eu contre le militaire en fauteuil roulant. Je crois qu'on a dû payer aux avocats entre 120 000 et 150 000 euros. Qui c'est qui finance? Ah ben oui. Qui finance? Eh ben vous tous, les donateurs. Nous, c'est les donateurs. C'est les donateurs, les membres du collectif, mais plus les donateurs, effectivement. Beaucoup de donateurs au moment des procès. Hein. On reçoit des petits. Mais on avait eu la chance quand même, à cette époque-là, d'avoir fait un dossier auprès d'une fondation danoise qui s'appelle Oak Foundation, qui se trouvait à Londres, et qui a eu la grande générosité de nous accorder dans un premier temps 94 000 euros. Et une deuxième fois, sans qu'on ait vraiment fait de demande, qui nous ont accordé 45 000 euros. Donc, en ce moment, comme la plupart de nos avocats travaillent bénévolement, eh bien, on vit sur un petit coussin, mais c'est fragile. Hein, c'est fragile. Donc, si des gens veulent nous aider, à la fin de l'année, là, pour bénéficier de réduction d'impôts, n'hésitez pas. Tout petit don peut nous aider à faire ce travail. Voilà, entre parenthèses.